Alors, normes et règlements. Avant d'entamer la réalisation d'une opération sur le terrain ou de se lancer physiquement dans un chantier, il convient de connaître les normes et les règlements en vigueur afin de les respecter. Si on ne respecte pas la législation en termes de documentation avant de commencer les démarches sur un chantier, on s'expose à des risques certains. Il en va de même pour les normes et les règles de sécurité. Notion de normes et de loi. Les lois. Une loi est une règle impérative à respecter sous peine de poursuite judiciaire. Les lois sont rédigées et classées dans différents codes qui regroupent les règles juridiques visant un certain secteur. Les normes. Une norme dans l'industrie est une règle fixant les conditions de réalisation d'une opération. Une norme dans l'industrie, c'est une règle qui fixe les conditions de réalisation d'une opération, d'exécution d'un objet ou d'élaboration d'un produit. Ça fixe les règles de réalisation d'une opération, d'exécution d'un objet ou d'élaboration d'un produit. Deux types de normes. Dans le premier temps, il y a les normes d'un pays comme la France. Deux types de normes. Deux types de normes, donc les normes d'un pays comme la France que l'on doit respecter sous peine de ne pas pouvoir travailler et d'avoir des soucis avec la justice. Dans un second temps, on retrouve les normes internationales représentées par le système ISO, International Organization for Standardization, ou Organisation internationale de normalisation en français. Cet organisme a pour but d'unifier les méthodes de fonctionnement de chaque pays. En principe, pour être certifié d'une norme ISO, l'entreprise doit prouver aux spécialistes du domaine qu'elle respecte les méthodes prédéfinies. Le fait d'avoir la certification ISO prend donc un caractère volontaire de la part de l'entreprise qui se soumet à l'évaluation et peut donc être utilisé comme une preuve de qualité auprès de clients potentiels. Airbus demande à ses fournisseurs d'être certifiés de plusieurs types de normes ISO pour travailler pour ou avec eux. Conclusion, il y a des normes et des lois à respecter sous peine d'être sous la menace de représailles judiciaires. Et les normes ISO qui relèvent d'une volonté du travailleur ou de l'entreprise d'être reconnue comme fournissant un travail sérieux et de qualité. Normes électriques. L'installation électrique est un élément fondamental dans la construction ou dans la rénovation d'une installation électrique conforme. Ainsi, chaque installation va devoir comprendre des éléments précis. 1. Les éléments du montage électrique, donc le tableau électrique, c'est le cœur de l'installation. Il regroupe tous les circuits électriques et centralise le système de sécurité des circuits. Or B, le compteur électrique, il sert à comptabiliser la consommation en kWh. Le compteur peut être électromagnétique ou électronique. Les nouveaux compteurs Linky, par exemple, transmettent directement, c'est communicants, ils transmettent directement et automatiquement la consommation Enedis. Le disjoncteur, c'est un élément de sécurité primordial. Il va permettre le disjoncteur est un élément de sécurité primordial. Il va permettre la protection de l'installation en coupant le courant en cas de surcharge électrique. Le disjoncteur, il permet de couper l'alimentation, protection de l'alimentation en coupant le courant s'il y a des surcharges électriques, donc, en cas de surcharge électrique. Les câbles et les gaines, les câbles et les gaines, les câbles et les gaines, ils sont reliés au tableau et alimentent les prises, donc équipement et points lumineux par sécurité. Les câbles et les gaines doivent être regroupés dans des gaines protectrices. Chaque élément a une couleur permettant de déterminer son utilité. Vert, jaune pour le fil de terre, bleu pour le neutre, marron, rouge ou noir pour la phase. Les prises et les interrupteurs, ils vont servir à alimenter les différents appareils et équipements. Le nombre de prises par pièce étant fixé par la norme NFC 1500, les normes en vigueur. Chaque équipement que l'on choisit dans une installation électrique va devoir respecter la norme d'installation électrique à basse tension NFC 1500 de l'Union technique de l'électricité de l'UTE. Union technique de l'électricité. Voici quelques points et en quoi elle consiste. La totalité des circuits électriques de l'installation doit être protégée par des différentiels à courant résiduel de 30 mA. Totalité des circuits électriques de l'installation protégés par des différentiels à courant résiduel de 30 mA, c'est-à-dire des disjoncteurs ou des interrupteurs. Tous les réseaux de courant, qu'ils soient forts ou faibles, de l'installation devront être regroupés dans une même gaine électrique du type GTL. Tous les réseaux de courant, qu'ils soient forts ou faibles de l'installation, devront être regroupés dans une gaine électrique du type GTL, gaine technique du logement. On ne fait pas une gaine par câble, donc l'installation d'un parafoudre qui va dépendre du type d'installation, il n'est pas toujours obligatoire. Tous les réseaux de courant, qu'ils soient forts ou faibles de l'installation, doivent être regroupés dans une même gaine électrique du type GTL. Donc, installation d'un parafoudre qui va dépendre du type d'installation, c'est pas toujours obligatoire. Toutes les prises doivent être obligatoirement reliées à la terre via des prises interconnectées. Cela a pour but d'éviter les électrocutions et les dommages aux équipements. La section des conducteurs en cuivre. La section des conducteurs en cuivre devra prendre en compte la présence ou non de l'installation des radiateurs électriques et, le cas échéant, la puissance qu'ils consomment. Il faudra fournir impérativement un schéma précis de l'installation. Et l'installation disposera d'un nombre précis de prises
en fonction de la pièce. Donc, de plus, leur localisation sera placée de manière extrêmement précise dans les pièces à risque comme la salle de bain. Et ainsi, il est désormais obligatoire de poser au minimum 3 prises pour une chambre et 6 pour une cuisine. C'est obligatoire au minimum 3 prises pour une chambre, 6 pour une cuisine. Pour le séjour, on calculera la surface du séjour et on la divisera par 3 pour obtenir le nombre relatif minimum de prises à installer. Pour le séjour, on calcule la surface du séjour, on la divise par 4 pour obtenir le nombre relatif minimum de prises à installer. A noter que pour un bâtiment à rénover, il peut être intéressant de faire venir un expert qui évaluera l'état de l'installation et de ce qui doit être changé selon la norme NFC 16600 qui définit les points à vérifier pour surveiller la dangerosité d'une installation. Okay. Je vais la vérifier selon la norme NFC 16600. Les normes techniques. La norme technique en vigueur en France vise à cadrer la consommation énergétique des bâtiments neufs. Cette consommation comprend par exemple la ventilation, la climatisation, la production d'eau chaude sanitaire et l'éclairage. Donc, pour se référer à une règle précise, il faut voir la réglementation thermique 2012, RT 2012. Référer à une règle précise donc, qui succède à plusieurs versions antérieures, notamment la RT 2005 qui sert encore elle aussi pour les bâtiments neufs particuliers. La norme RT 2020 est désormais créée et sera mise en place début 2022. Initialement prévue pour début 2021, la crise sanitaire du Covid-19 a reporté son instauration. A noter que pour les bâtiments publics, elle est déjà en place depuis 2018. La répartition géographique. Les normes techniques, la répartition géographique pour les zones climatiques. Tout d'abord, il faut savoir que la France elle est répartie en 8 zones climatiques, selon évidemment les températures que l'on y retrouve. Il y a 8 zones climatiques, donc chaque zone possède 2 caractéristiques, l'hiver et l'été. Chaque zone elle a 2 caractéristiques, l'hiver et l'été. Donc on retrouve 3 possibilités pour l'hiver. H1, H2, H3. H1, H2, H3 pour l'hiver. Et pour l'été, 4 possibilités. A, B, C et D. Donc ça c'est, on considère que pendant la zone estivale, on ne chauffe pas évidemment. Donc on aura A, B et C pour l'été, H1, H2, H3 pour l'hiver. Le sud-ouest et H2C catégorie H2 pour l'hiver et C pour l'été. Le coefficient de rigueur climatique va dépendre du lieu et également de la quantité d'énergie nécessaire pour chauffer le bâtiment. Le coefficient de rigueur climatique, il va dépendre du lieu, mais également de la quantité d'énergie nécessaire pour chauffer un bâtiment. Donc, ça va dépendre du lieu, mais également de la quantité d'énergie nécessaire pour chauffer le bâtiment. Ainsi, le coefficient climatique il varie de 0,8 près de la Méditerranée à 1,3 au nord de la France où le climat est le plus rude. Donc, coefficient climatique de 0,8 à 1,3. Ce coefficient est augmenté de 0,1 si l'altitude du bâtiment est comprise entre 400 et 800 mètres et de 0,2 à plus de 800 mètres. Encore une fois, on retrouve là une logique puisque plus on monte en altitude, plus le climat est froid. Exemple, un bâtiment se trouvant à une altitude de 500 mètres en Bretagne, le coefficient sera de 1,1, coefficient de la base de la région en Bretagne, donc plus 0,1 supplément dû à l'altitude, ça sera de 1,2. Voici la carte des coefficients de rigueur climatique en rigueur à majorer en fonction de l'altitude. La réglementation thermique 2020. Elle a pour objectif de diviser par 3 la consommation d'énergie d'un bâtiment, de rendre chaque bâtiment autonome en énergie afin qu'il crée plus d'énergie qu'il n'en consomme, d'intégrer chaque bâtiment dans cette démarche en leur faisant prendre conscience du fonctionnement de l'habitation, en lui inculquant les bons réflexes et en limitant sa consommation. Champ d'application, la nouvelle norme thermique RT 2020, aussi appelée norme environnementale RE 2020, les RT 2020, aussi appelée norme environnementale RE 2020, élargit le champ d'application habituellement octroyé à une norme thermique pour l'étendre au fonctionnement global du bâtiment. Le but n'est pas de créer des bâtiments basse consommation, BBC, mais bien des bâtiments à énergie positive, bâtiments à énergie BEPOS, donc BEPOS, donc afin que les nouveaux bâtiments soumis à l'RT 2020 aient un bilan positif. Pour ce faire, on privilégie l'utilisation de différents moyens durables. Donc éolien, photovoltaïque, on traite l'isolation en améliorant le rendement et en baissant les ponts thermiques. On traite l'isolation, on améliore le rendement et on baisse les ponts thermiques tout en privilégiant des isolations par l'extérieur. On limite l'utilisation des matériaux énergivores. Une mesure qui n'était pas prise en compte dans la RT 2012. Réglementation thermique 2012, elle a pour objectif de réduire la consommation énergétique et les gaz à effet de serre, l'encouragement du développement de nouvelles techniques et la contribution à l'indépendance énergétique nationale. En bref, ce sont des objectifs durables sur le long terme pour équilibrer un peu la pollution nationale, à défaut de l'équilibre mondial. Champ d'application. Cette norme va porter
sur les bâtiments résidentiels ou résidents neufs. Donc, elle va se baser sur le calcul de la consommation de chauffage, d'eau chaude, sanitaire, d'éclairage, de refroidissement et de ventilation. Elle se base sur les calculs de consommation de chauffage, d'eau chaude, sanitaire, d'éclairage, de refroidissement et de ventilation. Il va donc y avoir des contraintes sur la ventilation, les ponts thermiques, la perméabilité à l'air, la surface des baies, portes ou fenêtres. A noter qu'en plus de réduire la consommation d'énergie et donc la pollution pour la planète, cette règle permet également aux utilisateurs de logements de faire des économies puisqu'ils réduisent leur facture d'énergie. La réglementation thermique 2005. L'objectif, elle correspond à l'application de la loi numéro 96-1236 du 30 décembre 1996 sur l'air et l'utilisation rationnelle de l'énergie. Elle fixe principalement les caractéristiques thermiques minimales, donc la méthode de calcul de la consommation conventionnelle d'énergie d'un bâtiment et les caractéristiques thermiques de référence pour le calcul de la consommation conventionnelle d'énergie de référence. Champ d'application. Cela va s'appliquer aux bâtiments neufs et aux parties nouvelles, mais pas aux travaux de rénovation. Elle va concrètement travailler sur le niveau d'isolation, c'est-à-dire la quantité d'énergie thermique qui traverse les parois, qu'on dit déperditives, comme les murs, les planchers bas et le plafond, murs, planchers bas, plafond, c'est-à-dire les contours de l'habitation. Quand le mur entre la cuisine et la salle à manger ne soit pas isolant, n'est pas un problème puisque la chaleur reste dans la maison. Cette énergie thermique est calculée en watts par kilomètre carré, ou l'énergie thermique en watts par kilomètre carré, en Kelvin et mètre carré, watt Kelvin mètre carré, donc watt Kelvin et mètre carré. Un Kelvin correspond à un Celsius plus 273,15. Donc on va également travailler sur le rendement du système énergétique, c'est-à-dire quelles sont les pertes d'énergie du système. Pour le voir, c'est simple, on regarde la formule énergie primaire qui est égale à l'énergie finale plus toutes les pertes d'énergie, le tout exprimé en kWh. Exemple, si on consomme une énergie primaire de 3,4 kW mais que les pertes s'élèvent à 0 kW, alors l'énergie finale utilisée, sera donc de 3,4 moins 0,8 égale 2,6 kWh. On peut également retrouver des pertes sous la forme de pourcentage. C'est le cas, souvent le cas pour les répartir dans la maison, toit, ouverture, mur, etc. Si on a une énergie primaire de 4 kW et les pertes d'ordre de 25%, alors les pertes auront une valeur de 25% de 4 kWh, ça fait 1 kWh. L'énergie finale utilisée sera donc de 3 kWh. On va donc étudier la consommation d'énergie primaire consommée en un an, puisque l'énergie finale est celle dont l'habitation a réellement besoin. Ce qu'on va appeler CEP, la grandeur de paraison, on va l'appeler CEP, consommation d'énergie primaire. CEP, donc consommation d'énergie primaire, la grandeur de comparaison, et qui va être exprimée en kWh par mètre carré et par an. Exemple de normes thermiques, les ponts thermiques. Éliminer des ponts thermiques, qu'est-ce qu'un pont thermique? C'est une partie de l'enveloppe isolante de la maison qui est diminuée ou rompue. Pont thermique, partie de l'enveloppe isolante de la maison qui est diminuée ou rompue. On constate par conséquent que les différents ponts thermiques de la maison peuvent constituer jusqu'à 30 voire 40% des déperditions thermiques totales d'un bâtiment. Il convient donc de les traiter. Exemple de pont thermique. On voit que c'est une partie de l'enveloppe isolante qui est diminuée ou rompue. Norme RT 2020. Comme cité plus haut, la norme RT 2020 cherche à limiter la présence de ponts thermiques en favorisant une isolation par l'extérieur plus efficace qu'une isolation par l'intérieur. Les panneaux d'isolant sont posés à plat et en se croisant, alors que dans l'isolation par l'intérieur, le panneau est placé entre les pièces de charpente. Les normes mécaniques en vigueur. Normes mécaniques en vigueur, que les normes mécaniques du chantier vont concerner tout ce qui touche au raccordement du système soumis à des pressions importantes, afin d'assurer la sécurité des professionnels et des utilisateurs. La caractéristique mécanique des éléments de fixation. Caractéristique mécanique des éléments de fixation. Dans cette partie, on retrouve plusieurs normes ISO 898-1, 3506-1, 3506-2 et 898-2. Donc globalement, on a 3506, 1 et 2 et 898, 1 et 2. Okay. Qui vont traiter les caractéristiques mécaniques, résistance en traction, flexion, résistance à la fatigue et enfluage, donc, mais également la résistance à la corrosion de tous les éléments qui vont servir à fixer ce système, donc résistance mécanique, mais également résistance à la corrosion de tous les éléments qui vont servir à fixer le système. On va donc retrouver des vis, des écrous, des goujons, des vis, des systèmes de filetage, des boulons, etc. Donc, différentes normes vont se classer selon 3 critères différents. Leurs matériaux. On différencie ici le ferreux qui contient du fer de ceux qui n'en contiennent pas, les non ferreux. Donc, le pas dans le cas de pièces de visserie et leur utilisation, quel est leur objectif? La robinetterie.
Une grande partie des normes va également concerner les systèmes de distribution d'eau et de gaz tels que les robinets, les déclencheurs de sécurité ainsi que les régulateurs de distribution ou des raccords. Là encore, les normes concernées vont être classées selon les matériaux utilisés, les formes choisies et surtout les pressions supportées par ces éléments, exprimées en barres. Donc matériaux utilisés, les formes choisies, donc coniques droites, et surtout les pressions supportées par ces éléments, exprimées en barres, voire en millibars dans certains cas. Nous allons retrouver un grand nombre de normes, notamment de NFE29142 et NFE29190-2. Je rappelle, la pression est calculée en mégapascal, donc par la division de la force sur la surface qui subit la force. Donc la surface c'est en millimètres carrés, tandis que la force en newton. Donc pression force sur surface, donc ça c'est fait. 1 mégapascal c'est 10 bars, hein, 1 pascal. 1 bar en 10 puissance 5 pascal, donc ça fait 1 mégapascal. On s'en fout de ça. La surface d'un cercle est donnée par la formule S est égale à pi r carré. Les récipients. Cette catégorie comporte différents éléments qui peuvent contenir de l'eau et ou du gaz. Donc, cela part de la simple bouteille de gaz à des récipients allant jusqu'à plus de 1500 litres, c'est-à-dire des cubes. Là aussi, la norme va être classée selon le matériau utilisé, l'utilisation du système et l'étape de son cycle de vie. Dans ce cas, il existe par exemple la norme NFEN 86255. Les variateurs de température dans cette catégorie, on trouve les pompes à chaleur et les systèmes de réfrigération. Ils sont soumis à des normes en termes de sécurité, de fonctionnement et de consommation d'énergie. Dans cette catégorie, on peut également classer les détecteurs de fuite qui fonctionnent en parallèle de ces systèmes pour surveiller le potentiel défaillance. Les normes concernées sont les normes NFEN 378-2 plus A2, NFEN 378-3 plus A1, NFE 35-421, les vibrations. Enfin, on retrouve les normes visant à mesurer et contrôler les vibrations émises par un système et surtout les conséquences que cela peut engendrer sur la santé des utilisateurs ou ceux qui l'implantent. Il ne faut donc pas dépasser un certain seuil jugé critique. Les normes sont notamment les normes ISO 5349-2, 5349-2/A1 ou encore NF 14253 plus A1. A noter que l'ensemble des normes qui existent peut être retrouvées sur le site http://France normalisation, etc.